bienvenue à Essentiel Express. Notre discussion aujourd'hui se penche sur un événement majeur en Guinée, la publication par la Cour suprême, donc l'instance qui valide les candidatures électorales, de la liste provisoire pour la présidentielle de décembre 2025. Et c'est une liste qui a créé, on peut le dire, une onde de choc, en ne retenant que 9 candidats sur plus de 50 dossiers déposés. Oui, effectivement, Mariama, ce passage de 51 ou 52 postulants selon les sources à seulement 9 non validés, ça soulève une question absolument centrale pour l'avenir démocratique guinéen, je pense. Est-ce qu'il faut y voir l'application stricte, peut-être même salutaire, du code électoral, les règles du jeu démocratique, quoi, pour garantir un scrutin crédible? Ou bien est-ce que cette sélection, qui est quand même extrêmement sévère, masque un processus qui pourrait être perçu comme exclusif, voire inéquitable, et qui pourrait potentiellement miner la confiance dans l'élection qui vient? C'est exactement ça, le cœur de notre échange. De mon côté, je défendrai l'idée que la Cour suprême a exercé sa fonction avec la rigueur nécessaire en appliquant la loi de manière impartiale. Cette fermeté est, à mon sens, indispensable pour asseoir la crédibilité du processus électoral, surtout dans un contexte qui est souvent marqué par des contestations, vous savez. Mhm. Et moi, donc, je présenterai une perspective un peu différente en soulignant les vives préoccupations que ce taux de rejet massif suscite. J'explorerai comment cette décision, surtout quand on regarde les personnalités qui ont été écartées et puis le contexte politique de transition, eh bien, comment ça pourrait impacter négativement la perception de l'équité et de la transparence démocratique en Guinée. Je pense qu'il est vraiment essentiel de considérer la situation de départ. Un nombre pléthorique, oui, de candidatures déposées au greffe de la Cour suprême. 51, 52, honnêtement, un chiffre pareil, ça laissait quand même présager que tous les dossiers n'allaient pas être conformes aux exigences strictes définies par le code électoral et la loi. Ces exigences, elles sont pas nouvelles. La visite médicale obligatoire, d'ailleurs, le président sortant de la transition, M. Doumbouya, s'y est soumis, comme d'autres. Il y a la caution financière, les parrainages citoyens ou d'élus, la complétude administrative du dossier. Donc, la Cour a, selon toute vraisemblance, effectué un travail technique d'examen approfondi. En retenant seulement 9 candidats, elle n'a fait, je pense, qu'appliquer les règles établies. Cette rigueur, bon, elle peut paraître sévère, mais elle sert un objectif fondamental, garantir que seuls les candidats réellement éligibles participent. Ça prévient une fragmentation excessive du vote, ça assure une meilleure lisibilité de l'offre politique pour les électeurs et, surtout, ça limite les risques de contestation après l'élection fondés sur l'inéligibilité de tel ou tel participant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le caractère explicitement provisoire de cette liste. Ça signifie que le processus n'est pas clos, que des recours sont possibles et prévus par la loi. C'est quand même le signe d'un état de droit qui fonctionne, même si c'est dans l'exigence. Oui. Votre argument sur la nécessité d'appliquer la loi, bon, il est entendable, bien sûr. Mais le résultat final, ce taux de rejet qui est supérieur à 80%, c'est si extrême que, franchement, ça ne peut pas manquer d'interpeller au-delà de la simple conformité technique, quoi. Ce n'est pas juste une question de quantité, mais aussi de qualité, si j'ose dire. Parmi les candidats écartés, on trouve des figures politiques de premier plan, des acteurs connus de la scène guinéenne, un ancien Premier ministre comme Lansana Kouyaté, des leaders de partis importants comme Ousmane Kaba, ou même une personnalité comme Toumba Diakité dont on a beaucoup entendu parler. Alors, même si on a avancé des raisons spécifiques pour certains rejets, comme pour MM Kouyaté et Kaba, l'ampleur globale de cet écrémage peut légitimement être interprétée par certains comme visant à façonner le paysage politique avant même le vote. Et puis comment ne pas relever que dans ce contexte de coupe sombre, la candidature de M. Mamadi Doumbouya, le président qui a dirigé la transition après le coup d'État, elle est validée. Bon, vous l'avez dit, il a suivi la procédure, d'accord, mais cette validation, en même temps que tant de rejets, ça nourrit inévitablement un climat de suspicion sur l'égalité des chances. Et puis il faut ajouter à ça le manque de clarté immédiate sur les motifs précis pour la quarantaine de dossiers rejetés, ce qui nuit quand même à la transparence perçue. Enfin, n'oublions pas les 7 retraits volontaires avant même la publication de la liste, dont celui très remarqué du Dr Ben Youssouf Keïta, qui a aussitôt rallié M. Doumbouya, et puis les contestations qui sont déjà annoncées par des partis comme le PDS ou les candidats comme Ansouman Fofana. Tout ça dessine un tableau complexe, marqué par de fortes interrogations sur l'équité réelle du processus. Je comprends que le chiffre impressionne et que oui, l'éviction de non-connus frappe l'opinion. Cependant,
J'insiste vraiment sur la distinction qui me semble cruciale entre la rigueur juridique et une supposée volonté d'exclusion politique. La Cour suprême, c'est l'arbitre constitutionnel du processus électoral. Sa mission, c'est d'appliquer les règles du jeu telles qu'elles sont dans le code électoral, de manière égale pour tous, peu importe la notoriété ou l'histoire politique d'un candidat. Si un dossier ne satisfait pas aux critères objectifs, que ce soit la visite médicale, les parrainages requis, la caution ou n'importe quelle autre pièce exigée, eh bien, il doit être écarté. C'est le principe même de l'égalité devant la loi. Prêter à la Cour une intention cachée de façonner le paysage politique, ça me semble relever un peu du procès d'intention. Ne pourrait-on pas plutôt considérer que certains candidats, y compris des personnalités connues, ont peut-être sous-estimé la rigueur attendue ou n'ont tout simplement pas réussi à rassembler toutes les pièces dans les délais et les formes requis? La crédibilité même de l'élection de décembre 2025 repose sur cette application ferme et impartiale des règles, dès cette étape cruciale. Vous parlez d'égalité devant la loi, et c'est un principe fondamental, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que l'application de la loi peut vraiment être dissociée de son impact politique concret, surtout en matière électorale? L'esprit qui sous-tend normalement un code électoral, c'est aussi de favoriser une compétition ouverte, de permettre aux différentes sensibilités politiques de s'exprimer et aux citoyens d'avoir un choix réel. Quand l'application des règles, même si elle est techniquement correcte, conduit à un résultat aussi restrictif, on parle de plus de 80% des prétendants écartés, et parmi eux des figures d'opposition aux critiques potentielles du pouvoir en place, on est quand même en droit de se demander si l'équilibre est respecté. Est-ce que les critères étaient formulés et communiqués avec une clarté absolue, bien en amont? L'interprétation de ces critères a-t-elle été uniforme? Par exemple, cette fameuse visite médicale, est-ce que c'était un simple certificat ou un bilan complet très complexe à obtenir? Sans remettre en cause la légalité formelle, le résultat objectif, c'est une réduction spectaculaire du champ des possibles pour l'électorat guinéen. Et ça, eh bien, ça a des conséquences directes sur la perception de la légitimité de tout le processus. Parce que la légalité seule, parfois, elle ne suffit pas à faire la légitimité aux yeux de tous, n'est-ce pas? C'est précisément là que nos interprétations divergent, je crois. Vous mettez l'accent sur l'impact politique perçu, alors que moi je souligne l'impératif de la conformité juridique pour la stabilité future. Parce que, soyons clairs, une élection où la phase de validation des candidatures serait laxiste, ça ouvrirait la porte à d'innombrables contestations après le vote. Imaginez un peu, des candidats sont élus, puis déclarés inéligibles a posteriori. Ce serait une source majeure d'instabilité. En procédant à ce filtrage rigoureux maintenant, basé sur les textes, la Cour suprême renforce la crédibilité juridique de l'élection. Elle s'assure que la compétition va se dérouler entre des acteurs dont la participation est fondée en droit. Bon, ça peut sembler dur, j'en conviens, mais c'est une mesure préventive contre des crises post-électorales qui pourraient être bien plus graves. C'est un signal de sérieux envoyé à l'électorat, aux candidats qui restent et aussi à la communauté internationale qui observe attentivement le processus en Guinée. Je ne suis pas si certain que cette approche renforce la crédibilité globale, bien au contraire en fait. La crédibilité d'une élection, ça ne repose pas seulement sur sa solidité juridique formelle, elle dépend aussi massivement de la confiance que les acteurs politiques, les partis, les candidats, la société civile et les citoyens eux-mêmes placent dans l'impartialité et l'inclusivité du processus. Or, qu'est-ce qu'on constate ici? Une exclusion massive qui touche des figures d'opposition, la validation en même temps du chef de la transition, et puis un manque de transparence sur les motifs précis des rejets pour beaucoup de monde. Tout ça risque de saper profondément cette confiance. Vous parlez de prévenir les contestations. J'ai bien peur que ça ne fasse que les alimenter en amont. Les annonces de recours du PADES et d'Ansoumana Fofana, ce n'est peut-être qu'un début. Si une partie significative de l'opposition et de l'opinion publique en vient à considérer que les dés sont pipés dès le départ, comment peut-on espérer une élection apaisée et des résultats acceptés par tous? Le risque, c'est de créer un climat de défiance généralisé avant même que la campagne ait réellement commencé. La crédibilité, ça se construit aussi par la perception d'équité. Vous soulevez le point des recours et c'est justement la preuve que le système fonctionne. Le fait que la liste soit provisoire et que des voies de recours existent devant cette même Cour suprême, ça montre bien qu'il y a des garanties procédurales. Ces candidats qui ont été écartés ont la possibilité de plaider leur cause, de fournir des éléments complémentaires si c'est nécessaire,
attendons de voir l'issue de ces recours. Quant à la communication et la transparence, il faut aussi faire confiance au fonctionnement des institutions judiciaires. La Cour suprême a délibéré selon ses procédures internes. Il est tout à fait probable, et même normal dans un processus juridique, que les motivations détaillées pour chaque rejet soient notifiées individuellement aux concernés, ce qui leur permet d'ailleurs de fonder leurs éventuels recours. L'absence d'une publication immédiate d'un rapport détaillé pour chacun des 40 et quelques dossiers rejetés, ce n'est pas forcément un signe d'opacité, mais peut-être simplement le respect d'une procédure contradictoire et formalisée. La transparence viendra, mais par les voies légales. Oui, mais c'est précisément là où le bas blesse, dans un contexte aussi politiquement chargé qu'une élection présidentielle, surtout en sortie de transition. La communication en temps réel, ou du moins très rapide, et la transparence proactive sont absolument essentielles pour maintenir la confiance. Attendre les notifications individuelles et les recours éventuels, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, eh bien, la suspicion s'installe et les interprétations les plus négatives peuvent prospérer, vous comprenez. Pourquoi ne pas avoir communiqué dès la publication de la liste des motifs généraux ou les grandes catégories de problèmes rencontrés dans les dossiers rejetés? Par exemple, dire, voilà, X dossiers ont été rejetés pour défaut de parrainage conforme, Y pour visite médicale incomplète, Z pour caution non versée. Sans entrer dans chaque cas individuel tout de suite, ça aurait déjà offert un niveau de compréhension et de transparence bien supérieur. Se retrancher derrière le caractère provisoire ou les procédures futures, ça ne suffit pas, je pense, à calmer les inquiétudes et à répondre aux besoins légitimes d'information immédiate des citoyens et des acteurs politiques. La perception d'opacité, qu'elle soit justifiée ou non, c'est déjà un problème en soi. Peut-être qu'on pourrait aussi examiner la question des retraits volontaires. Il y a 7 candidats qui se sont retirés avant même la décision de la Cour. N'est-ce pas là un signe que certains candidats, peut-être, moins préparés ou moins soutenus, ont fait une auto-évaluation réaliste de leur situation? Ils ont pu constater qu'ils n'arrivaient pas à remplir toutes les conditions, notamment celles qui sont les plus coûteuses ou complexes, comme les parrainages ou la caution, et ils ont préféré se retirer. On peut aussi voir ça comme une forme de clarification naturelle du paysage politique qui est indépendante de l'action de la Cour. C'est une lecture possible, oui, effectivement. Un retrait peut être le fruit d'une décision pragmatique face aux difficultés objectives de la compétition. Mais là encore, le contexte invite à une lecture alternative. Quand on observe ces retraits, et surtout quand l'un d'eux, celui du Dr Keïta, est immédiatement suivi d'un ralliement public au président sortant, lui-même candidat à sa propre succession, ça alimente les questionnements. Est-ce que ces retraits pourraient aussi être le symptôme d'un climat politique où la compétition semble trop déséquilibrée, où certains jugent que c'est inutile de se battre? Ou pire, est-ce qu'il pourrait être le résultat de pressions discrètes ou d'arrangements politiques en amont pour consolider le camp du pouvoir? Bon, sans éléments de preuve tangibles, on ne peut qu'émettre des hypothèses, c'est vrai, mais cette lecture existe bel et bien et elle ajoute une couche de complexité et de doute sur l'ouverture réelle de la compétition électorale. Ce n'est peut-être pas anodin que près de 15% des candidats initiaux se soient retirés d'eux-mêmes avant même le verdict de la Cour. Bon, pour résumer ma position, je maintiens que l'action de la Cour suprême, en appliquant rigoureusement les dispositions du Code électoral, constitue une étape indispensable, bien que potentiellement douloureuse pour certains, oui, pour garantir la légalité et donc la crédibilité intrinsèque de l'élection présidentielle de 2025. C'est en respectant scrupuleusement les règles du jeu dès le départ que l'on pose, à mon avis, les fondations d'un processus électoral ordonné et moins susceptible d'être mis en cause pour des raisons juridiques après coup. La rigueur actuelle, c'est un investissement pour la stabilité future. Et en conclusion, de mon côté, je réitère mes profondes préoccupations quant à l'impact de cette sélection drastique sur la perception de l'équité et l'inclusivité démocratique. Au-delà de la stricte conformité légale, le rejet de plus de 80% des candidats, y compris des personnalités politiques établies, dans un contexte de transition où le dirigeant sortant est lui-même candidat, ça soulève des questions légitimes qui méritent une attention soutenue. La confiance, c'est une composante essentielle de la démocratie et elle semble ici mise à mal. Une transparence maximale et une communication proactive sur les raisons précises de chaque rejet sont désormais cruciaux pour tenter de restaurer cette confiance et assurer une légitimité largement partagée du processus à venir. Il apparaît clairement que nos analyses divergent sur l'interprétation de la décision de la Cour et ses conséquences potentielles. L'une privilégiant la nécessité de la rigueur légale, l'autre insistant sur les risques pour l'équité perçue et la confiance politique. Ça témoigne bien de la complexité de la situation, en effet. Absolument.
Et il est fondamental de rappeler, comme on l'a tous les deux souligné, que cette liste n'est que provisoire. Les prochains jours et semaines seront décisifs, avec l'examen des recours qui ne manqueront pas d'être déposés devant la Cour suprême. Les clarifications qui seront éventuellement apportées, ou leur absence, façonneront grandement la suite du processus préélectoral. Il y a donc encore beaucoup d'éléments à suivre et à analyser pour comprendre toutes les dimensions de cette étape critique pour la démocratie en Guinée.